J'ai compris ce que c'est. Bon, vu que ça commence à enregistrer, nous allons pouvoir commencer. De toute façon, tout le monde peut entrer dans le webinaire sans attendre dans une salle d'attente. Donc, bonjour tout le monde. Voilà, nous sommes très contents de vous accueillir pour ce nouveau cycle de webinaires, de 5 webinaires pour l'année 2023-24. Donc, c'est la 3e année qu'on fait ces webinaires. Et donc, j'ai mis tout en haut du chat le lien vers la chaîne YouTube où vous pouvez retrouver les webinaires de l'année dernière. Donc, évidemment, cette année, nous ne reprendrons pas les mêmes thématiques, mais voilà, de manière formative, vous pouvez les voir. C'est de façon assez récurrent. Nos explications seraient les mêmes. Là, je vous mets dans le chat les webinaires, les prochains webinaires avec les dates corrigées hier avec Eric, notamment en effet le vendredi 16 février et pas le 13. Donc, vous avez les thématiques, on ne va pas s'attarder là-dessus. Globalement, l'idée, c'est de vous accompagner cette année. L'année dernière, on était plutôt axé sur les épreuves elles-mêmes de FM, ou en tout cas le travail qu'on menait par thématique sur la lecture, les rythmes, les notes, le chant, le projet un peu global, etc. Et puis les épreuves de fin d'année. Et là, ça serait plutôt du coup de vous accompagner un petit peu en 1 heure, évidemment. C'est pas une vraie formation, c'est pas une formation du tout d'ailleurs. C'est plutôt une information sur diverses thématiques, notamment donc par Eric aujourd'hui, les classes à multiniveau en FM. Ensuite, ça sera plus ou moins finalement le parcours un petit peu global des épreuves, des ressources pédagogiques que vous retrouvez sur le site de la CMF d'ailleurs, des ressources pédagogiques mais plutôt axées FM. Voilà, ça sera vraiment un panorama. Ensuite, ça sera des questions qui sont assez récurrentes à la CMF. Vous savez, quand on fonctionne par cycle, pour des raisons non pas uniquement pour se rapprocher du schéma national d'orientation pédagogique du ministère, mais pour des raisons pédagogiques tout court, et de permettre en fait à des élèves de parcourir des cycles comme c'est dans l'éducation nationale et de pas en fait être sanctionné de suite au bout d'une année, parce qu'évidemment chaque élève a une progression différente. C'est une pédagogie différenciée. Différentes et du coup des acquis qu'ils n'auraient pas pu acquérir, enfin des compétences qu'ils n'auraient pas pu acquérir la première année, il peut très bien les acquérir en 2e année. L'idée du cycle, c'est qu'au bout d'un cycle, on valide plus ou moins sur une évaluation un peu normative, euh, en fait finalement voilà une série d'acquis qu'il faut absolument, on va dire qu'on pourrait imaginer avoir absolument pour pouvoir passer dans un cycle suivant. Ensuite, et donc là, la manière récurrente, c'est qu'évidemment, on n'a plus d'épreuves intracycles et néanmoins, on sollicite le contrôle continu. Alors, il y a l'évaluation continue et puis le contrôle continu qui est un peu différent, mais on ne va pas s'attarder là-dessus non plus. Mais c'est vrai que la notion de contrôle continu, vous pouvez le voir dans les orientations de la CMF, en 1er cycle, 2e cycle et 3e cycle, le contrôle continu en 1er cycle est majoritaire en fait par rapport aux épreuves finales. Ça s'équilibre au 2e cycle et c'est minoritaire en 3e cycle. Donc en fait, c'est assez important d'avoir ce contrôle continu ou cette évaluation continue si on ne fait pas d'épreuves, on va dire, ou en tout cas de moments d'évaluation un peu normés. Donc, et globalement, toutes les épreuves, tous les annales que vous pouvez aussi retrouver, qu'on vous envoie régulièrement, que vous retrouvez sur le site de la CMF, ces annales peuvent vous servir évidemment à faire vos épreuves d'intracycle ou tout simplement votre parcours pédagogique sur l'année, parce que vous pouvez les utiliser. Voilà, elles sont très utilisables comme ça. Certaines épreuves sont en XML, fichier XML étant finalement par rapport à un éditeur de musique. Ça vous permet en fait de récupérer et d'utiliser Sibelius, Muscore, Final, etc. encore et d'autres éditeurs pour simplifier. On ne fait que des propositions d'épreuves et en fait derrière c'est le niveau dans lequel vous amenez vos élèves. Et donc évidemment s'il y a des formules rythmiques ou des notes ou des éléments que vous n'avez pas vus en cours, vous ne pouvez pas mettre les élèves face à ce mur. Et donc, évidemment, vous pouvez l'adapter. Alors, soit l'adaptez-vous, soit en pédagogie un peu plus active, demandez aux élèves de l'adapter eux-mêmes.
Bon, ensuite, il y a le numérique et la pédagogie. Et là, ça fait sens avec ce que je viens de dire. C'est-à-dire comment finalement, à travers les épreuves qu'on fournit, mais un peu plus large, eh bien, et les outils numériques, on peut intégrer ça dans la formation musicale. Donc, donner un peu d'autonomie aux élèves, que ce soit chez eux ou en classe. Et puis, à la fin, ça sera évidemment, on aura là, à ce moment-là, en mars, toutes les épreuves élaborées et on sera prêt à les envoyer, en tout cas au centre d'examen et aux directeurs et présidents de fédérations régionales et départementales. Et là, on pourra parcourir, comme on l'avait fait l'année dernière, parcourir les épreuves et surtout mettre en lien avec les ressources pédagogiques. Enfin, finalement, ces épreuves-là, ce qu'on appelle à nouveau ressources pédagogiques, mais c'est vraiment ces épreuves, c'est comment vous pouvez évidemment enfin, préparer vos élèves pour les faire passer ou les adapter. Voilà. Donc, nous sommes 70, c'est très bien. Merci. Je vais donc laisser la parole à Eric. Si vous avez donc, je vous propose d'éteindre vos micros en bas à gauche, il y a écrit désactiver le son, où Eric peut désactiver tout le monde et voilà, et réactiver ce qu'il veut, parce qu'il a la maîtrise de l'administration. Moi, si vous avez besoin en fait, ça va se passer comme ça. Il va faire un petit exposé, puis il y aura des questions. Alors, des questions ciblées sur ce qu'il aura dit. Et après, si vous avez d'autres questions un peu plus larges, il y a pas mal de membres de la commission autour voilà, dans, dans le webinaire. Donc, on pourra vous répondre sur des questions un peu plus larges. Alors, soit vous le mettez, soit vous levez la main. C'est pour ça, lever la main, c'est je ne sais pas comment on fait. Sinon, vous écrivez dans le chat et puis je vais gérer le chat et je répondrai au cas où s'il y a besoin. Et voilà, je noterai les questions pour la fin. Donc, merci encore et je laisse la parole à Eric. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Alors pour moi, c'est une première. Je viens de rejoindre la CMF dans chargé de mission sur la pédagogie et voilà, l'éducation artistique et plein d'autres domaines. Je suis ravi. Alors j'ai vu dans la liste des invités qu'il y avait pas mal d'Auvergnats et de gens de la région Rhône-Alpes. C'est la région dont je viens, donc je suis très heureux de les retrouver ici. Alors aujourd'hui, voilà, comme le disait Ludovic, la thématique, c'est les classes à multiniveau. Alors on est parti d'un postulat avec avec la commission formation musicale, c'est que les écoles de musique avaient de temps en temps de faibles effectifs, surtout dans le milieu un peu ruraux, et les classes de formation musicale ont des fois peu d'élèves, et surtout au cycle 2. Et donc, toute la réflexion, c'est de réfléchir sur l'opportunité de regrouper des niveaux pour constituer des classes à effectifs plus conséquents. Alors, on vous propose un temps d'exposé et puis après un temps d'échange. Et puis peut-être ce sera intéressant d'avoir quelques retours d'expérience. Je sais que j'ai eu quelques personnes au téléphone ces derniers jours qui m'ont dit qu'ils avaient déjà mis en place des classes à multiniveau en formation musicale. Peut-être que ça serait intéressant qu'ils nous en parlent un petit peu. Et puis on finira par des questions, bien entendu. Alors les avantages seraient nombreux hein, de ces classes à multiniveau en formation musicale. Tout d'abord pédagogique, bien sûr. Et puis, dans un deuxième temps, il s'agit aussi du positionnement de la formation musicale au sein de l'école de musique, de les rendre vraiment, de rendre cette discipline centrale dans l'apprentissage, dans le parcours d'apprentissage de l'élève. Et puis, à la fin, l'économie a bien sûr son mot à dire là-dedans. Il y a une vraie réflexion à avoir sur la structuration des enseignements, où on se rend compte que certaines classes de formation musicale en second cycle peuvent avoir seulement quelques élèves. Et si on réfléchit de manière un peu plus globale, on pourrait faire des classes à effectifs beaucoup plus conséquents. Alors, un petit historique dans l'éducation nationale. Les classes à multiniveau, c'est qu'on appelle également classes multiprogrammes, classes à degrés multiples. Elles se sont surtout retrouvées dans le milieu rural au cours du XXe siècle. Mais il y a eu une révolution, c'est la loi d'orientation de l'éducation nationale de 1989, qu'on a appelée la loi Jospin, qui a vraiment mis un focus sur ces dispositifs-là, en les voyant plus comme des perspectives d'avenir que comme des solutions pour essayer d'organiser l'enseignement des jeunes à l'école primaire.
Alors, depuis 1989, 2 études de masse ont été menées. Alors, je les ai parcourues. Elles ont conclu en gros qu'en termes d'apprentissage, il était difficile de prouver quel était le meilleur système, la classe unique ou la classe à multiniveau. Mais il a été démontré, par contre, et c'est très intéressant, qu'en termes d'autonomie, de participation dans la classe multiniveau, elle apporte vraiment une plus-value. L'élève comprend mieux le sens de ses apprentissages, il apprend à se prendre en charge et surtout, il devient plus autonome. Et c'est là ce qui nous intéresse vraiment, nous, parce que c'est là toute notre mission, l'autonomie de l'élève. Et en préparant un petit peu ce webinaire, j'ai retrouvé la citation de Maria Montessori, la grande pédagogue du XXe siècle, qui dit, je la cite, «L'enfant nous demande à l'aider à agir seul». Et en fait, ça doit être vraiment le centre de nos préoccupations, l'aider à agir seul. Alors, si dans une classe classique, l'enseignement doit au quotidien faire face à des différences de niveau, de leurs besoins, la classe à multiniveau, elle rajoute un facteur qui est hyper important, c'est les différences d'âge. On peut se retrouver avec des enfants, des préadolescents, des adolescents, des jeunes adultes. Donc, voilà, comment s'organiser autour de tout ça. Les classes de formation musicale dans les écoles de musique, elles fonctionnent encore beaucoup avec des niveaux première année, deuxième année de premier cycle, troisième année de premier cycle, etc. pour le second cycle. Et ça nous pose un problème de continuité pédagogique parce que les enfants n'avancent pas au même rythme. Et alors qu'on veut, comme le disait Ludovic, aller vraiment sous une organisation des apprentissages par cycle, le fait de continuer d'avoir des classes première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, ça va vraiment à l'encontre de ce système d'apprentissage par cycle. Je vous donne quelques items, quelques mots importants dans cette organisation. C'est les interactions qui se créent du coup entre les différents élèves dans ces classes multiniveaux, et puis toutes les possibilités qu'on a en termes d'autonomie, de responsabilisation, de travail en groupe. Et ça pourrait être l'ouverture vers ce qu'on essaye de mener avec la CMF, enfin de vous accompagner là-dedans, c'est la pédagogie de projet. Difficile de faire de la pédagogie de projet avec des classes avec quelques élèves, 5, 6, 7 élèves. Alors c'est à réfléchir selon l'établissement, mais on pourrait envisager une classe de premier cycle de formation musicale, une classe de deuxième cycle pour les petites écoles, et puis pour les écoles plus importantes, peut-être une classe de début de premier cycle, une classe de fin de premier cycle, où on mettrait vraiment l'accent sur le travail en groupe et sur la pédagogie de projet. Alors, comment organiser ces apprentissages? Je pense qu'il est important d'avoir déjà des locaux adaptés pour que, un peu comme l'éducation nationale le fait maintenant, qu'on puisse faire travailler 2 groupes, 3 groupes en même temps. Un groupe qui sera en autonomie sur de la lecture, par exemple, et un groupe qui serait plus en train de travailler sur un projet, par exemple, avec le professeur. On pourrait réfléchir aussi, j'ouvre des portes, hein, le but, comme le disait Ludovic, ce n'est pas de faire une formation ou de distiller un package, une sorte voilà, un pack en disant voilà ce qu'il faut faire, etc. Non, c'est voilà, vous accompagner dans la réflexion. Peut-être qu'il faudrait envisager, du coup, un enseignement à plusieurs professeurs. Euh, et on en revient à ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, ce que je disais tout à l'heure, sur la problématique économique. Euh, Est-ce que c'est encore viable aujourd'hui un professeur pour 3 élèves, pour 4 élèves? Est-ce qu'on ne peut pas envisager tout un groupe d'enfants avec 2 professeurs sur le premier et sur le second cycle? Euh, Ça permettrait, cette présence de plusieurs professeurs permettrait aussi d'envisager l'évaluation continue sous forme un peu plus individualisée,
tout au long du cycle avec un des deux professeurs présents qui pourrait valider les acquis ou les choses qui sont encore d'acquisition avec chaque élève pendant que l'autre professeur accompagne le groupe sur de la musique d'ensemble euh, voilà, ou sur du projet. D'un point de vue très organisationnel, se pose la problématique de la gestion du temps. Il faut un temps un peu plus long. Donc, je ne sais pas comment voilà, vous organisez dans vos différentes structures le temps de cours. J'ai cru comprendre que certains avaient un temps de cours qui était très, très réduit. Il faut envisager quand même un temps de au moins 1h15, 1h30 pour pouvoir accompagner les élèves sur tous ces apprentissages. Alors, on peut passer à la moment, peut-être en début de cours, à un temps où tout le groupe pourrait être concerné sur, par exemple, de l'imitation rythmique, où les plus jeunes ne sont pas obligés de pouvoir savoir écrire le rythme, mais peuvent le reproduire. Et puis, le deuxième groupe, les plus avancés, peuvent, eux, passer par la codification et par l'écrit. Et puis après, travailler en petits groupes sur de l'écriture. Une mélodie écrite par un groupe pourra être repiquée par le deuxième groupe. Voilà, c'est toutes ces interactions qui semblent intéressantes de mettre en œuvre. D'un point de vue, on va rebondir après sur les questions, les échanges, les retours d'expérience. Les problématiques qu'on peut avoir, ce seront premièrement notre public, les parents. Peut-être faudra convaincre. Alors, dans l'éducation nationale, ils ont eu vraiment voilà, ça n'a pas été facile de convaincre les parents qui ont eu des positionnements parfois en disant mais mon enfant va être ralenti ou au contraire mon enfant va rien comprendre parce qu'il va être pris dans un truc qui va le dépasser par les plus grands, etc. Voilà, il faut accompagner, il faut expliquer le pourquoi cette démarche, pourquoi cette réflexion aujourd'hui et tous les bienfaits pédagogiques qu'il y a à mettre en œuvre ces classes à niveau multiple. Et puis les professeurs, parce que certains, alors voilà, même si la majorité maintenant des professeurs dans les écoles de musique sont des gens qui ont fait des formations, qui ont réfléchi à toutes ces problématiques-là. Je sais, moi, que dans certains milieux ruraux, hein, les professeurs de formation musicale, on a du mal à en trouver, des gens qui sont formés. Et ça peut être pour beaucoup un complément de service, un complément de temps de travail pour des professeurs d'instruments qui n'auraient pas la formation sur ces problématiques pédagogiques de l'apprentissage en groupe. Donc, les inviter à se former, les inviter à travailler en groupe. Et justement, je pense que c'est hyper important dans la perspective de mener cette classe à plusieurs, en binôme, de tout ce travail de réflexion pédagogique sur la construction du cours et de ce temps d'apprentissage. Voilà. Le professeur d'instrument peut être un peu plus sur la musique d'ensemble, alors que le professeur de formation musicale peut être un peu plus sur l'explication, une explication théorique, une explication voilà, du repiquage, sur l'oralité, etc., etc. J'espère pas avoir été trop long ni trop rapide. Peut-être on peut commencer par, si certains veulent prendre la parole pour nous expliquer s'ils l'ont déjà mis en place dans leur structure et quel est leur retour au bout de quelques années d'expérience. Il y a Eric, alors est-ce qu'on commence par, parce qu'il y a une question dans le chat, est-ce qu'on Ah, commence par ça peut-être? peut-être, oui. Cela l'aide. Donc, alors, comparer une classe de primaire à plusieurs niveaux avec 24 heures par semaine et une classe de FM à plusieurs niveaux avec 1 heure par semaine, est-ce possible? Tu l'as un peu répondu, mais en effet, je-
Non, bien sûr, c'est pas la même chose, puisqu'on n'est pas sur un suivi, on n'a pas 24 heures dans une semaine, voilà, donc on est sur un temps qui est beaucoup plus long, bien entendu. Il faut pas le nier, mais les problématiques sont les mêmes. C'est le suivi de l'élève et c'est le suivi de sa progression tout au long d'un cycle. On est ce qu'on oublie souvent, je pense, c'est qu'on est dans un temps d'apprentissage qui est long. Un parcours en second cycle, c'est 3 à 5 ans. Pareil pour le premier cycle. Donc, on n'est pas sur un programme qu'on doit absolument faire d'ici la fin de l'année. Euh, voilà, je pense je pense que pratiquement tout le monde est persuadé par cela, mais il faut oublier un peu le programme année par année pour envisager un parcours par cycle. Et, euh, et pour répondre à cette question, euh, même si certains ont du mal au démarrage avec la lecture, euh, ils peuvent rattraper tout cela au cours du cycle tranquillement. Et ce que je vais compléter, c'est que c'est 1 heure évidemment par semaine, mais en fait, il faut pas faire 1 heure plus 1 heure plus 1 heure. Il faut en effet, comme tu dis, alors au-delà du cycle, il faut en effet imaginer ça c'est une continuité des heures en fait. Et c'est vrai que quand on dit 24 heures pour l'école primaire, enfin voilà, dans les cycles, que ce soit enfin l'école primaire, maternelle, élémentaire et voire collège, ce sont des disciplines différentes aussi que les enseignants ont. Et donc, ils ne passent pas 24 heures sur une même discipline. Ils ont des élèves 24 heures, mais ils ont diverses disciplines. Nous, on fait un enseignement spécialisé. Typiquement, en plus, là, on est sur de l'AFM, même si on peut l'imaginer plus largement au sein d'un établissement intégré au cours d'instruments, de musique de chambre, etc. Mais globalement, c'est vrai ce que tu disais, c'est qu'on n'est pas à tourner la page en fait pendant toutes les enfin, à chaque séance. Donc en fait, quand on parle de pédagogie différenciée, c'est vraiment ça, c'est d'envisager dans tous les élèves qu'on a en face, c'est comment finalement sur ces temps accumulés d'heures dans l'année, en fait, comment finalement ils progressent et on les amène à progresser et à se réinventer. Et évidemment, c'est pas du jour au lendemain qu'ils deviennent autonomes, mais dans les pédagogies actives non plus. Hein, on parle des classes à cours multiples, mais c'est vrai qu'on est plutôt dans ce cadre-là sur des pédagogies actives, d'autonomie. Et évidemment, les professeurs, que ce soit à l'école maternelle ou élémentaire, ils ne, comment dire, ils claquent pas des doigts puis ça se passe quoi. En fait, voilà. Mais c'est vrai que c'est des réflexions à avoir et plus largement d'ailleurs avec d'autres profs. Si vous avez plusieurs profs de FM, peut-être voilà, de regrouper dans l'école. Et je rebondis, effectivement, en fait, tout est lié et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'apprentissage de la musique ne fait en fait c'est plein de matières différentes, mais en fait, c'est une seule réflexion. Cette réflexion sur les cours euh, à niveau multiple peut se faire aussi sur la réflexion sur le fait de grouper les cours d'instruments ensemble. Il y a beaucoup d'écoles de musique qui ont mis en place la pédagogie de la musique d'ensemble, enfin, pédagogie de groupe, l'apprentissage par l'orchestre, les orchestres à l'école, mais pas que, l'apprentissage par groupe. Moi, je crois beaucoup à ça et je pense vraiment, voilà. L'idée, bien sûr, n'est pas de mettre de côté l'apprentissage, le cours individuel qui a son intérêt et qui peut même être obligatoire à certains moments. Mais il y a des moments dans le parcours d'un élève, le face-à-face pédagogique, voilà, un, un prof, un élève peut avoir ses limites. Et je pense tout le temps au second cycle avec nos ados. Le moment, on peut réfléchir à effectivement de la pédagogie de groupe ou de la pédagogie de musique d'ensemble, qui dépasserait en fait le seul fait de monter un morceau, mais qui pourrait être le lieu d'un apprentissage de la formation musicale et de l'apprentissage aussi sur son instrument. Oui, juste à nouveau parce que il y a d'autres questions, mais qui font sens. C'est vrai que la notion, là, ce que tu dis, Eric, et d'ailleurs, je pense que Dominique Jougla pourra l'expliquer rapidement aussi. C'est vrai que ces notions évidemment, quand on est en milieu rural, mais pas uniquement d'ailleurs,
on se retrouve à faire plusieurs kilomètres pour quelques heures, voire finalement certains profs qui ont des demi-heures. Et là, on rejoint ce que vient de dire Eric. C'est vrai il y a un moment, il faut peut-être repenser aussi la pédagogie, ne pas sectionner en FM, voire en solfège pur seulement, en instrument et en collectif, et d'essayer d'imaginer quelque chose qui regroupe tout ça, où le prof de FM est là en même temps que les profs d'instruments, en même temps, etc., que le chef qui va diriger l'ensemble. Et en fait, chacun se retrouve sur un temps global et des temps individuels où on peut très bien prendre un élève en aparté. Enfin, non, mais Dominique pourra l'expliquer un peu mieux. Après, il y a ces notions de méthode, évidemment. Alors, les méthodes sont formulées. En fait, la FM, on le dit tout le temps, la FM, ça a 40 ans, hein, c'est 1977. Avant, on appelait ça le solfège. Je ne vais pas revenir sur. Voilà, mais on était sur des notions avant élémentarisées, c'est-à-dire qu'il fallait avancer sur des notes, avancer sur des rythmes. Donc, on a toutes ces méthodes du 19e siècle, hein, on va dire, du conservatoire de début. Et la FM, on s'est dit, on va mettre ça, on va dire vraiment les notes, tout ça, enfin faire un peu global dans la musique, dans les partitions. Et c'est vrai que, eh ben, en fait, il y a une espèce d'évolution, voilà, et en fait, il y a une page qu'on tourne, et puis censément, on peut imaginer qu'il y a un certain nombre de semaines, un certain nombre de pages. En fait, et ça, c'est très intéressant, l'association des professeurs de formation musicale, on a leur fonds de catalogue, leur fonds à la CMF, et on voulait faire un webinaire avec eux, et notamment avec les profs et qui éditent ces méthodes. Et en fait, la présidente de la PFM a bien expliqué que ces méthodes, il ne faut pas les suivre jour par jour, enfin semaine par semaine, page par page, que c'est vraiment en fait quelque chose qu'il faut jongler d'une page à une autre. Il y a des élèves parce qu'en cours d'instrument, on va prendre la flûte par exemple, on va directement passer sur des notes très aiguës et puis des rythmes un peu volubiles, alors que sur d'autres instruments, on sera plus lent. Et bien forcément, les élèves auront vu des rythmes. Mais alors ça, c'est aussi le lien avec la classe d'instruments. Est-ce que le solfège, ce qu'on appelle donc les notions solfégiques doivent être vues en classe de FM ou en classe d'instruments, etc. Voilà, ça, c'est des réflexions qu'on a, qu'on vous exposera au fur et à mesure des webinaires. Et c'est vrai que c'est derrière, de toute façon, on le dit bien, c'est un temps court, là, les webinaires. Derrière, la CMF s'est dotée d'une certification Calliope pour pouvoir justement faire des formations qui ne rentrent pas dans le catalogue, parce que le catalogue d'une formation ou CNFPT, pour ceux qui sont à cheval sur les deux, vous savez que c'est des formations qui ne collent pas forcément aux besoins directs de nos écoles de musique. Et donc, nous, on va essayer de mettre en place, en effet, des formations, et notamment sur la pédagogie par l'ensemble, sur ces notions aussi de regroupement, que ce soit des regroupements d'écoles, etc. Comment on fait sens là-dedans. Je parle beaucoup, mais ça fait lien. Si on prend les musiques actuelles, par exemple, à la CMF, on était passé pour les musiques actuelles en disant, maintenant, en fait, à partir du deuxième cycle, il faut jouer par groupe. On ne peut plus avoir qu'une classe de guitare électrique dans un établissement, et puis c'est tout, parce que les musiques actuelles, ça se vit. Et du coup, au début, quand on a mis ça en place, les écoles me disaient, mais on fait comment, etc. Et puis, on a simplement dit, en fait, une fois par mois, vous allez peut-être vous renseigner un petit peu sur les écoles à côté de chez vous, enfin, ou dans un territoire un peu élargi, et vous regardez un petit peu ce qu'ils ont comme cours de musique actuelle. Et puis, en fonction de ça, il y a des moments où vous regroupez les élèves. Et en fait, il y en a beaucoup qui ont fait ça et qui trouvent ça, évidemment, c'est intéressant, plutôt que de rester dans leur école, finalement, d'avoir regroupé des temps de regroupement qui étaient portés aussi parfois par la fédé départementale ou régionale. Voilà, donc c'est un peu des mouvements comme ça. C'est pas tout blanc, tout noir, hein. C'est très difficile, hein, évidemment. Là, on théorise. Mais voilà, derrière, ensuite, il y avait une question. Pour suivre la progression des élèves de l'école de musique, j'ai écrit des livrets de formation musicale en suivi de progression. Ça, on est très intéressés, nous, en tout cas, pour avoir ce genre d'éléments à la CMF. Si vous pouvez nous les envoyer, vous pouvez les envoyer à Eric, parce qu'on a évidemment besoin d'outils comme ça, à la fois pour les mettre en partage d'expérience, et puis nous-mêmes pour pouvoir nous en servir pour avancer aussi dans nos recommandations ou nos propositions des profs de FM. Moi, je voulais Oui, peut-être compliquer vas-y, avant une autre question. vas-y. Moi, je pense que d'un point de vue pratico-pratique, dans une école de musique, peut-être pour celles qui voudraient tenter l'expérience sur une la saison prochaine,
ça serait de coupler la classe de formation musicale, peut-être second cycle, avec l'orchestre second cycle. Je pense que c'est le bon moment et c'est là où on connaît le plus de disparité dans les niveaux chez les élèves. Et penser ce temps d'orchestre comme un temps de pratique de l'instrument en groupe, mais aussi comme un temps de formation musicale avec un professeur de formation musicale associé à ce temps d'orchestre. C'est là vraiment, enfin je me répète, hein, mais c'est là où on connaît le plus de différence de niveau entre un début de second cycle et une fin de second cycle. Et alors moi, je me suis pas présenté en détail, mais moi, je suis professeur de musique d'ensemble au Conservatoire de Saint-Étienne et je dirige les orchestres, alors les orchestres des plus petits aux plus grands. Et souvent, avec les seconds cycles, c'est là où j'ai le plus de difficultés parce que certains rythmes, je m'aperçois qu'ils ne sont pas. Enfin, les enfants font pas le lien en fait entre la formation musicale, tous les apprentissages qu'ils peuvent faire en formation musicale, les apprentissages qu'ils peuvent faire à l'instrument et les apprentissages qu'ils peuvent faire pendant le temps d'orchestre. Et donc, notre classe à multiniveau, en fait, les classes à multiniveau, elles existent déjà, c'est l'orchestre. Donc, une bonne idée, c'est de voilà, mettre la formation musicale au centre de ce dispositif-là qui peut être l'orchestre. Voilà. Pour répondre à une autre question, en fait, elle a été répondue, mais c'est vrai que quand on parle de classe à multiniveau, ce n'est pas le professeur qui fait tout, on est vraiment dans une notion de pédagogie active. Et en fait, il y a la notion de tutorat, évidemment. Et c'est en fait, on va demander à des élèves des plus grands qui ont déjà des notions acquises, en fait, aussi de prendre en main des plus petits. Et c'est vrai que cette espèce de notion de partage qui peut paraître très difficile, hein, mais ça se fait, hein, parce qu'en fait, des triples niveaux en maternelle, ça existe. Moi, mes enfants ont vécu ça. Et donc, c'est vrai qu'entre un enfant qui rentre et qui a 3 ans et demi et qui ne sait pas encore lire et à peine parler, et puis un enfant qui a presque 6 ans, voire certains ont 6 ans déjà, et voilà, il y a un grand écart. Et ça, en fait, ça se fait en tutorat. C'est-à-dire qu'en effet, on va proposer à des plus grands d'aider les plus petits. Et pendant ce temps, en fait, le professeur peut s'occuper d'autres. Et en fait, ça tourne un petit peu comme ça. Mais ça, voilà, c'est de la pédagogie active. Et en fait, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que dans une classe à multiniveau, chaque élève travaille à son rythme, que ce soit individuellement, en petits groupes. Et le professeur il peut circuler entre les élèves et il donne des explications adaptées au niveau de compréhension de chaque groupe. Parce que la rapidité d'exécution, de réalisation d'un travail n'est pas la même pour tous les élèves. Et même si on est sur une classe unique, voilà, c'est quelque chose. Donc, on est effectivement, comme le disait Ludovic, dans une pédagogie différenciée. Par exemple, le passage à l'écrit, et ça peut être un obstacle pour certains, souvent les plus jeunes, alors pour d'autres, c'est absolument pas un problème. Et ils passent à l'écrit, ils le codifient très rapidement. Et alors, donner une tâche identique à tous les élèves dans un temps imparti, c'est pas possible de toute façon. Certains vont avoir terminé, on n'aura pas commencé voilà, de formaliser la question qu'ils auront déjà répondu, alors que d'autres n'auront pas encore compris la question. Donc voilà, on revient sur cette histoire de pédagogie active et de pédagogie différenciée. C'est essentiel, encore plus dans une classe à multiniveau, même si elle l'est déjà dans une classe à un niveau unique. Il y a un document sur la CMF, je vais le mettre en lien, qui explique pas vraiment ça, mais qui parle en tout cas de la pédagogie active et qui trace un petit peu une grande ligne de comment se met en place une pédagogie active, et pourquoi surtout mettre en place une pédagogie active dans l'enseignement de la musique. Je vais le mettre en lien. Ah, alors, une autre question. Eric, par rapport à ça, la difficulté que je vois en comparaison avec l'école primaire, c'est le bruit. On ne peut parfois pas jouer des choses différentes en même temps. Alors ça, je te laisse répondre, Eric. Alors, oui, c'est vrai. Même si la polytonalité a existé dans l'histoire de la musique, non, il faut effectivement avoir des locaux adaptés. Et puis, au-delà de ça, peut-être réfléchir effectivement à des activités en groupe avec des niveaux différents dans le même groupe.
Je pense à des parties simplifiées où on pourrait avoir des rythmes très très simples pour les premières années et puis des rythmes un peu plus compliqués pour les secondes, troisième ou quatrième années. Voilà. Mais dans mon idée, enfin, je reviens sur cette histoire d'année, ça n'a plus tellement de sens d'ailleurs de penser en année, mais penser en termes de cycle. Donc, voilà. Mais sur l'histoire du bruit, oui, des locaux adaptés, du matériel adapté. Voilà, on parlait de pédagogie active. On ne peut pas faire de la pédagogie active sur une chaise, derrière une table, devant un tableau noir ou blanc. Ça veut dire qu'il faut avoir de la place pour pouvoir avoir différents espaces dans la classe, tout simplement. Oui, en fait, on voit ça parce qu'il y a des profs qui font en conservatoire, en école de musique, qui travaillent sur justement, qui appliquent la méthode Montessori il y a pas mal de jeux, d'exercices comme ça. Et donc, en effet, en fait, bon, très souvent, ils sont à deux, mais même tout seul, en fait, dans la méthode Montessori ou Freinet, en fait, il y a des zones dans les classes. On a vraiment défini des zones de calme, des zones, etc. Des zones de travail. Quand on parle du numérique, vous verrez évidemment que si on a des postes informatiques, il y a des temps sur des postes informatiques qui doivent tourner. Et c'est vrai que toutes ces notions-là, et puis il y a de l'espace aussi à l'extérieur de la salle. Un conservatoire, enfin une école de musique, c'est certes une salle, enfin en tout cas un cours, c'est certes une salle, mais il y a aussi plein d'espaces à habiter. Après, chacun a son établissement, mais s'il y a un parc, par exemple, il y a plein de choses à faire dans le parc. Et voilà, et c'est vrai que ces notions-là, un petit peu éclater les murs, etc., c'est assez intéressant. Et puis aller voir, évidemment, il y a des moments, aller voir du coup, forcément, les élèves peuvent aller voir les autres profs. Il y a plein de jeux comme ça à inventer. Là-dessus, alors après, comme on dit, c'est pareil, il y a des équipements, il y a des écoles avec 400 élèves, il y a des écoles, enfin, je parle associative, hein, avec même voire plus d'élèves. Il y a des écoles où il y a 5 élèves, 6 élèves. Moi, j'accompagne des écoles où, évidemment, voilà, il y a très peu d'élèves. Et derrière, en fait, c'est à adapter. Et c'est vrai qu'on a tendance forcément à coller un petit peu un processus acquis, hein, tel en tout cas qu'on l'a vécu étant jeune. Et du coup, cette notion-là, il faut arriver un petit peu à réadapter, à s'adapter, à réinventer. En fait, c'est un peu le but du webinaire. Hein, nous, ce qu'on vous dit là, c'est pas une séance infuse, un truc comme ça qui obligerait et qui dirait qu'on est déconnecté ou qu'en fait, on voudrait arriver là, etc. C'est vraiment juste exprimer des éléments et qui font que derrière, chacun puisse s'en emparer et se dire, tiens, et je ne sais pas, Dominique, si tu es là, je ne sais pas si Dominique est là, il pourrait peut-être faire un… Mais il y a Didier aussi, parce que Didier aussi pourrait peut-être faire un retour d'expérience là-dessus par rapport à sa classe de FM. Donc, Didier, si tu veux… Oui, bonjour tout le monde. Retour BFM sur la classe. Alors nous, on n'est pas vraiment en cours multiniveau, on est en cours de niveau, mais sur des cours partagés à plusieurs profs. C'est vraiment une expérience différente puisque nous sommes 3 intervenants sur un même niveau et sur un même temps donné qui permet de travailler et en atelier et en outil. Voilà, mais ça, je pense qu'on aura aussi l'occasion de reparler. Et donc, c'est aussi des cours qui sont très liés avec tout ce qui est numérique et MAO. Dominique, Didier, Dominique, peut-être tu peux parler des classes, alors de l'apprentissage musical par l'orchestre, justement, comment la FM s'intègre dans cette notion-là et qui permet de regrouper, non pas de faire moins de profs, d'avoir moins de profs pour un temps avec plus d'élèves, mais justement d'avoir autant de profs, donc de ne pas enlever, surtout voilà, faire partir les profs de FM, mais d'intégrer tout ça dans une logique plus globale. Moi, quand j'étais en activité, j'avais mis en place l'apprentissage musical par l'orchestre. Donc, ils avaient 1 heure de outil où c'était axé avec tout ce qui est formation musicale adaptée à l'instrument. Donc, il y avait la prof de FM qui participait. Il y avait donc un intervenant. Alors, c'était moi parce que je faisais la partie de direction d'orchestre et la prof de FM pour tout ce qui était formation musicale. Et on adaptait par rapport aux instruments. Et après, ils avaient une autre heure
par pupitre, où là, il travaillait avec le spécialiste de l'instrument sur la technique instrumentale. Et donc, on avait quand même deux niveaux parce qu'on avait, donc c'est pas réduire le nombre, comme certains font la pédagogie collective pour réduire, je dirais, le nombre d'heures. C'était plutôt, on avait 2 voire 3 enseignants en même temps. En général, il y avait un prof c'était cuivre et percussion, soit le prof de percussion, le prof de cuivre, le chef d'orchestre et la prof de FM. Voilà, et on avait, alors comme ça marche par cycle, on avait par exemple 2 niveaux différents, ça arrivait d'avoir 2 niveaux différents. Et la formation musicale, on le faisait beaucoup par l'oralité et par le jeu instrumental. Bon, donc on aura l'occasion de revoir sur un autre webinaire, mais c'est une méthodologie qui fonctionne. Et puis, les enfants, ils sont vraiment dans l'orchestre où ils ont la formation musicale dedans. Voilà. Et à plusieurs niveaux, parce que ils évoluent dans le cycle, parce qu'il n'y a pas il y a des évaluations avec le contrôle continu, puis une petite épreuve instrumentale en fin d'année, mais il se peut qu'arrive aux inscriptions l'année d'après un élève qui jouait déjà, qui veut rentrer dans ce cycle. Voilà, donc on trouve quand même, on arrive à faire cohabiter tout le monde, quoi. Et ce qui permet aussi, pour que ceux qui sont un peu décrochés, de les sortir momentanément pendant un quart d'heure dans une autre salle avec un enseignant pour aller lui expliquer peut-être différemment. Ça permet ça aussi. Et on mettait aussi des élèves qui étaient dans le euh, cursus traditionnel de venir et faire un petit peu le tutorat. On mettait en place un élève qui s'occupait d'un autre, qui l'accompagnait, qui l'aidait, etc. Voilà, c'est un travail de collectif, je dirais. Voilà. Là, il y a une question. Alors, c'est une question qui s'adresse à tout le monde. Vous l'avez peut-être vu dans le chat. C'est donc une personne qui va se retrouver à la rentrée avec 2 classes enfin 2 classes, donc de débutants et d'initiés, si je comprends bien, et qui voudrait regrouper tout ça et qui demande s'il y a des expériences, si vous avez des retours d'expérience, on va dire. Alors, dans ce cas-là, c'est vrai qu'on n'a pas de moyen de mettre en relation des personnes avec d'autres. Ça serait peut-être d'avoir Eric un jour, enfin, je sais pas, on va voir comment faire, par exemple, une foire aux questions ou quelque chose qui permettrait à chacun de partager des expériences ou en tout cas de trouver d'avoir des contacts. On n'a pas ça encore en interne, mais ça donne une bonne réflexion là-dessus. Du coup, c'est vrai qu'il y avait quelqu'un qui parlait de la pédagogie William. Willem, on pourra en parler, c'est des pédagogies écrites, hein, comme je dis, il y a Dalcroze, il y a Opasso, etc. Du coup, je vous ai mis le petit document dans le chat que vous pouvez télécharger, parce que sur le site de la CMF, il est cassé, et le lien est rompu. Donc, ça s'appelle Tour d'horizon des grands principes d'une démarche pédagogique qui s'intéresse à l'élève. Dedans, c'est vraiment, voilà, vous trouverez plein de pistes sur la pédagogie active, sur les évaluations, comment on évalue, pourquoi on évalue, sur l'enseignement et l'accompagnement, où on se situe en tant que prof, etc., qui pourront vous donner des pistes. Quoi qu'il en soit, c'est juste que le retourne, mais on a encore du temps pour les questions. Mais si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer à Eric. Toutes vos questions sont hyper intéressantes pour nous. Si vous avez des remarques, des débats, si vous avez des besoins, vous envoyez tout à Eric et nous, on se débrouillera de vous répondre, que ce soit en individuel, soit en vous envoyant des documents, soit de manière globale dans un prochain webinaire, voire même d'accès à un webinaire sur des problématiques qui seraient un peu communes. Donc là, nous, on est très friands là-dessus et on a vraiment, enfin, on est là pour accompagner le réseau, hein, c'est ça la CMF. Et plus on a de retours, et plus on peut l'accompagner de manière efficace, efficiente qui colle avec les besoins. Alors, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Ludovic, je vous livre un petit scoop ce matin. Vous allez, dans quelques semaines, il va y avoir la nouvelle newsletter de la CMF va paraître. Et on va essayer de mettre en lumière quelques bonnes pratiques pédagogiques. Donc, moi, je suis très demandeur. Vous avez tous mon mail puisque vous avez reçu cette invitation au webinaire. Si certains veulent me faire parvenir
des documents sur tout ce qu'ils ont mis en place dans leur école de musique, dans cette philosophie-là, hein, de méthode active et de pédagogie de groupe, de classe à multiniveau, enfin tout ce dont on parle depuis tout à l'heure. Je serais très friand et je serais très intéressé pour qu'on puisse mettre un petit coup de projecteur sur ces bonnes pratiques dans le cadre de la future newsletter de la CMF. Et on vous demandera également, dans le cadre de cette newsletter, des retours d'expérience sur ce qui fonctionne pas. Mais voilà, c'est vraiment toute notre démarche, la démarche du bureau et du CA de donner la parole au terrain. Voilà, dans notre démarche d'accompagnement des pratiques des différentes structures adhérentes. Voilà. Oui, de la même manière, si vous avez parce que là, enfin, il y avait des personnes qui demandaient les méthodes, etc. Alors, les méthodes, il y en a pléthore. Et c'est vrai, des méthodes qui entrent dans le cadre, en tout cas, de ce dont on vient parler ce matin, des pédagogiques actives, etc. Ou si vous-même, voilà, comme on a vu, vous avez un livret un peu d'évaluation avec des critères, ou si vous avez, voilà, certains des jeux, hein, on voit qu'il y a, en tout cas, dans les de parcours en fait de formateurs. Je rencontre parfois justement des profs, comme je vous disais, qui travaillent sur Montessori, qui ont fait leur propre jeu. Alors, ils le gardent un peu en interne, mais parfois, ils le diffusent. Donc, si vous avez tout ça, vous envoyez tout ça à Eric. Et puis, derrière, on pourrait mettre en place peut-être on a, comme il y a la Dropbox pour les épreuves de FM, peut-être mettre dedans, mettre des éléments dans une Dropbox partagée, un dossier partagé, sur lequel vous pourrez piocher par rapport aux thématiques qu'on vient d'aborder. Voilà, c'est peut-être ça. Et puis, si vous nous envoyez, parce qu'en fait, si on reçoit rien, on peut pas nous-mêmes le mettre en œuvre. Mais si vous nous envoyez des éléments, on pourra comme ça les lire, nous en imprégner nous aussi, et puis les transmettre. Bien. Est-ce que vous avez d'autres est-ce que vous avez d'autres questions aussi sur la thématique qu'on a abordée là, ou en tout cas, si vous avez d'autres questions sur des thématiques que vous voudriez qu'on aborde et qu'on n'aborde pas forcément dans les webinaires qu'on vous a proposés, mais du coup, parce que nous, on a tracé un certain nombre de webinaires, c'est vrai qu'après, s'il y a une thématique qui surgit, on peut imaginer aussi de réfléchir à un webinaire qui serait en fait après mars. Voilà, pour continuer un petit peu. Enfin, si vous voyez, parce que il y a je m'occupe du groupe adulte multiniveau. Je travaille par stage de 3 heures sur 8 séances dans l'année. Je pars sur des paramètres de la musique. Ouais, d'accord. Donc, en complément. Ah oui, du sound planting, pareil, ouais, c'est ça. Donc, ça aussi, voilà. Si vous avez, en tout cas, Amael, si vous avez des éléments là-dessus, on est preneur. Et du coup, en toute façon, le chat, quand on va enregistrer, quand on va cliquer, enfin, quand Eric va cliquer sur enregistrer, enfin, à la fin, tout le chat, tout ce qu'on s'est dit, ça, c'est enregistré aussi. Donc, à partir de là, on pourra en tirer peut-être pas une synthèse, mais en tout cas, en tirer des éléments et revenir vers vous, justement, pour, en tout cas, les personnes qui ont fait des propositions, pour approfondir un petit peu avec vous et voir comment on peut, en tout cas, le diffuser. Parce que le sound planting aussi, je ne sais pas si vous connaissez tous, mais c'est vrai que c'est une méthode alors qui est pas si vieille que ça, hein, mais qui est de plus en plus mise en œuvre, à la fois par merci, à la fois par les orchestres, les interventions en EAC, on va dire, mais aussi dans les établissements d'enseignement artistique, parce que c'est un moment d'improvisation globale, on va dire, c'est un peu de l'improvisation générative, hein, où on n'a pas forcément besoin d'avoir une connaissance des idiomes de l'improvisation. Et du coup, on fait des gestes, et il y a certains gestes qui veulent dire augmenter, diminuer, voilà, faire plein de notes partout, et c'est assez dynamique. Et c'est très intéressant notamment pour les enfants qui ne savent pas forcément lire des notes, et du coup, pour se libérer un petit peu, se motiver, et puis jouer voilà, en global. Là, oui, alors par rapport aussi, je ne sais pas si l'année dernière, on était parti l'année dernière, enfin c'est juste pour revenir, là on fait des épreuves quand même par rapport à tout ce qu'on dit sur le projet, sur l'autonomie, etc. C'est vrai qu'on fait quand même des épreuves toujours à la CMF, encore très élémentaires, à élémentariser, et
et du coup, où la place de l'élève et du professeur n'est pas aussi présente que ce qu'on voudrait. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voudrait, c'est que le professeur et les élèves, en fait, créent leurs propres épreuves à travers des éléments qu'on donne pour une restitution en fin d'année. Et c'est vrai que là, on arrive très souvent avec, finalement, même si les épreuves de rythme et certaines épreuves sont données 15 jours avant, c'est vrai qu'on arrive tout de même avec des éléments un peu figés. Et, euh, et donc derrière, parce qu'on parle, voilà, il y a composition et création. Derrière, ce qu'on voudrait arriver à faire à travers les webinaires et à travers d'ailleurs toutes les propositions qu'on vous fait, c'est vraiment de mettre l'élève et le professeur au centre en fait, de la démarche. Hein. Mais qu'en fait, et vous le verrez par rapport au webinaire qu'on vous exposera au fur et à mesure, c'est vrai que l'idée, c'est de se dire qu'un élève, il devrait s'emparer, il doit pouvoir s'emparer de l'épreuve et qu'à la fin de l'année, en fait, quand il arrive, que son examen final, vous n'ayez pas la même restitution pour tout le monde. Et en fait, que vous voyez un petit peu comment ils s'en sont emparés. Et donc, le sound painting, on parle de ça, on parle de la création et de la composition, ça fait partie des éléments qu'on essaye de mettre en place dans les épreuves. Alors, du coup, par rapport au sound painting, il y a alors des explications, il y en a plein. Du coup, on le mettra peut-être en lien. C'est pareil quand on parle de de, aïe, 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 de rythme, de body rythme, etc. On parle beaucoup, parce qu'en fait, on parle de polyrythmie quand on fait plusieurs rythmes en même temps, mais après, il y a toute notion avec le corps. Et ça, il y a des méthodes, on en parle dans nos épreuves et dans le programme pédagogique de l'AFM. C'est vrai que là aussi, il y a des méthodes, mais on mettra en lien, peut-être, on cherchera quelque chose d'assez simple sur le sound painting pour pouvoir, voilà, pour débuter. Il y a déjà les réponses, c'est parfait. C'est l'expérience. Alors, pour répondre à la contribution là, qui indique du mal à comprendre l'intérêt de sound painting, qui à l'origine s'adresse aux non-musiciens, alors, deuxième phrase, quitte à apprendre un langage, autant apprendre le vrai si on veut faire de la musique. Je suis complètement d'accord. En fait, l'intérêt du sound painting, c'est d'abord de faire, et c'est une fois qu'on est dans le faire, qu'on peut le codifier et l'écrire. Donc, on peut tout à fait envisager du sound painting comme une base de son, une base de compréhension de la nuance, une base de compréhension de tout ça, et qui derrière se traduit par une codification, un accompagnement par le professeur de la codification, en disant, bah voilà, tu viens de faire une note, combien de temps elle a duré, ben, on compte, elle a duré 5 ans, elle a duré 6 ans, elle a duré 7 ans, etc. Le sound painting n'est pas une fin en soi, c'est un début pour arriver vers autre chose derrière qui est, oui, la codification, par exemple. Là, il y a une question par rapport c'est vrai que la mise en place des cycles. Alors, c'est vieux, hein, c'est 92, la mise en place des cycles. Mais c'est vrai que c'est ce qui est compliqué dans les cycles. À la fois, il y a la pédagogie par cycle qui demande ensuite finalement euh, en tout cas un parcours. Et donc, en fait, comme on est par année, on a du mal. Et ça peut être à la fois parce que d'une année sur l'autre, c'est pas le même professeur. Ça veut dire que derrière, il faut mettre en place, en tout cas, un relais ou un travail inter-équipe, enfin entre équipes sur le cycle. Et puis aussi, il y a cette notion où des élèves qui arrivent et qui font 1 an, 2 ans et puis qui partent. Et donc, c'est vrai que cette problématique-là, et puis il y a la problématique des parents et de certains élus qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas des examens tous les ans, ou etc. Parce qu'on a encore une vision, mais dans l'éducation nationale, il n'y a plus d'examens tous les ans. Et en plus, maintenant, l'éducation nationale, que ce soit à la maternelle ou au collège, enfin, il y a les cycles, il y a 4 cycles, enfin même 5 cycles. Et donc, en fait, un élève ne peut plus, par exemple, redoubler pendant son premier cycle, son deuxième cycle, son troisième cycle. Il doit attendre la fin du cycle, bon, ce qui crée d'autres problèmes, etc. Mais voilà. Et on n'est pas non plus à nouveau, il faut pas, c'est pas tout blanc, tout noir. Il faut pas se forcer à faire un cycle. Il faut pas se forcer à faire année par année. C'est vraiment un truc un peu global. C'est la manière dont on aborde les choses. Parce qu'en effet, comme on vient de dire, si un élève, on ne peut pas attendre la fin d'un cycle pour s'apercevoir qu'un élève est en perdition. Et là, et d'ailleurs, c'est un reproche qu'on a souvent sur les cycles, parce qu'on dit, voilà, il a un examen au bout de 3 ans, donc en fait on attend 3 ans pour savoir s'il sait faire ou s'il ne sait pas faire. Non, parce que logiquement, dans les cycles, justement, il y a une évaluation continuée, etc. Et du coup, on s'aperçoit, on prend à part l'élève
on s'aperçoit s'il est en perdition ou pas. Mais ça, voilà, c'est tous ces éléments-là. Et le sound painting, au-delà de, je ne suis pas non plus, comment dire, c'est pour les élèves qui ne savent pas, certes, c'est des enfants qui ne savent pas forcément jouer, c'est aussi pour des enfants qui savent jouer, qui savent même très bien jouer, parce que le sound painting, ça s'enseigne aussi, enfin voilà, il y a du sound painting dans les conservatoires, et en fait, c'est cette notion aussi de libération, c'est-à-dire qu'il y a des moments, enfin, nos conservatoires supérieurs, enfin, avec la classe d'improvisation générative, c'est un peu différent, mais et on voit bien que des musiciens de très haut niveau au CNSM qui viennent dans cette classe d'improvisation générative, en fait, ils sont accrochés voilà, à leur technique et à leurs notes. Et puis, quand on leur demande de jouer quelque chose, en fait, alors surtout derrière, si c'est des notions d'improvisation jazz, etc., ou indienne, etc. Mais le but du sound painting et de l'improvisation générative, c'est de dire, en fait, avec ce qu'on sait faire, on peut faire. On peut faire. Et du coup, c'est cette notion un petit peu de libération et de pas, de pas se dire, ben non, mais en fait, je ne sais pas improviser parce que je ne sais pas lire une grille, etc. Non. En fait, le sound painting, ça libère tout ça. Et on est sur des notions de matière, on est sur une notion de mode de jeu, etc. Et enfin, quand on parle d'ailleurs de mode de jeu, c'est pareil, hein, les instruments, dès qu'on commence à aborder les modes de jeu, ça fait un peu peur. Parce qu'on se dit, ben mince, c'est pas mélodique, c'est pas une mélodie, c'est pas un rythme, etc. Et toutes ces notions-là, en fait, elles sont intégrées dans le sound painting. Et donc, c'est une autre vision, c'est basé sur le timbre aussi, qui est quand même le quatrième paramètre du son, et dont on fait peu, enfin, on n'en parle pas, par exemple, en solfège, en tout cas, on va parler de durée, on va parler de hauteur, on va parler de nuances, mais c'est vrai que le timbre, il n'est pas vraiment abordé comme paramètre du son dans les éléments solfégiques, alors que c'est un élément très important qu'on retrouve beaucoup dans la musique contemporaine. Donc c'est vrai que c'est toujours pareil, ce sont des méthodes ou des outils et il faut les adapter et s'en emparer en fonction de ce qu'on veut faire. Et pour revenir par l'apprentissage par cycle, la classe à multiniveau s'inscrit complètement là-dedans. C'est-à-dire que ça peut être complètement antinomique, enfin, je trouve que ça l'est, antinomique, de réfléchir par cycle, mais de conserver des niveaux année par année. Voilà, si l'élève évolue bien dans son cycle, il peut le faire en 3 ans sans problème, ou en 5 s'il avance moins vite. Et alors du coup, comment on fait? On lui fait sauter une classe. Bon, c'est un peu antinomique. C'est pour ça que la classe multiniveau répond plus à cet apprentissage par cycle. Alors j'ai trois à la fois questions, affirmations. Oui, en effet, quand on parle d'évaluation, l'évaluation, et d'ailleurs dans le document que je vous ai donné, que j'ai mis en ligne, il y a l'évaluation en diagnostic qui est au début d'année, on voit les élèves où ils en sont et on leur dit, ben voilà, où est-ce que tu faudrait que tu ailles, où est-ce que tu t'en sois et comment on va arriver à en être où tu veux aller et nous aussi. Il y a l'évaluation, alors ce qu'on appelle continue, bien sûr, formative. Alors, c'est un peu différent, mais ça fait partie c'est comment finalement, à chaque fois, après chaque cours, en fait, on analyse où en est l'élève et puis on lui apporte des notions à la fois qui puissent lui s'auto-évaluer, etc. Et ensuite, il y a l'évaluation normative et sommative. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, l'évaluation finale. Sommative, parce que finalement, on va évaluer une somme d'éléments qu'il devrait avoir acquis, et normatif, parce qu'en fait, c'est la norme, c'est de dire, à ce niveau-là, tout le monde doit être à ce niveau-là. Alors, c'est très décrié, évidemment, mais bon, c'est le bac, c'est enfin voilà, tout ce genre d'épreuves-là. Mais bon, en tout cas, ça existe et c'est des éléments à prendre en compte. Bien sûr, évidemment, tout ce qui est 10, etc., tout ce qui est situation de handicap, etc., en travaillant par cycle, on intègre beaucoup mieux on est tous en situation de handicap à un moment, de toute façon. Il y a une notion, c'est la neurodiversité qui est en ce moment en train de germer et de dire qu'en fait, voilà, on est tous anormaux ou normal différemment. Et donc, en effet, c'est le handicap, c'est pas seulement quand on parle d'handicap dans un établissement, on va mettre une rampe ou un ascenseur et on dire voilà, on a fait notre. Non, le handicap, c'est plein de situations différentes. Et ensuite, l'improvisation, oui, est-ce dire que l'improvisation et l'invention ne sont pas enseignées depuis l'initiation musicale? Eh bien, écoutez, ça, c'est à chacun d'analyser la chose.
malheureusement, je pense que très souvent, l'improvisation et l'invention ne sont pas employées, en tout cas dès le début. Et, euh, et voilà, pour diverses raisons. À la fois parce que des professeurs ne savent pas le faire, à la fois parce que des parents ne le veulent pas, à la fois parce que c'est pas mis en place, à la fois parce que les enfants, et puis il y a des endroits, c'est fait dès le début, dès qu'on fait un son, un instrument, ou avec la voix, en fait, on le vit ça, on le vit tout petit chez nous, hein. Euh, mais c'est vrai, on pourrait inventer et aller à l'improvisation, et du coup, mais ça, c'est toutes ces notions, des notions qu'on essaye d'ailleurs de mettre en place, de dire que, comment dire, que dès qu'on engage une acquisition, il faut s'en servir. Et l'improvisation et l'invention font partie. Il y a d'ailleurs, à ce titre, dans les documents, ce qu'on appelle l'évaluation de l'expérience artistique. C'est en premier cycle. C'est un document qui est sur le site de la CMF, mais on vous renverra tout ça et on en parlera au prochain séminaire. C'est vraiment de se dire, c'est un travail qu'on a mené avec le CNFPT et puis des écoles associatives, etc. C'était de se dire, qu'est-ce qu'on évalue au-delà du solfège et puis au-delà de la technique. Et comment un enfant qui a fait 1 an ou qui fait 6 mois de musique, en fait, il a déjà un acquis musical et comment il s'en sert. Et ça, quand on est dans les musiques actuelles, alors il y a un petit écho, je sais pas ce que c'est. Dans les musiques actuelles, on est vraiment dans le faire. On arrive avec un projet. Alors, et on dit, ben, moi, j'ai envie de jouer ça. Et puis, ben, OK, ben, tu as envie de jouer ça, ben voilà, comment il faut que tu fasses, et ton son, machin, etc. Et c'est vrai que ces notions-là, elles sont très importantes. Généralement, dans la musique classique, on est plutôt ben, écoute, apprends déjà ça, puis après on verra. Bon, voilà, il faut un mix des deux, et l'improvisation et l'invention font partie de ces éléments-là. Il n'y a plus de questions. Si vous avez d'autres questions, soit en levant la main, soit en mettant dans le chat. Mélodie, ouais. Eh bien, c'est bien. On fait d'ailleurs toujours, on travaille sur pratique musicale d'ensemble et handicap, notamment avec les chorales inclusives. On avait fait deux rencontres nationales avec avec les associations, que ce soit de professeurs, de directeurs, etc. Et c'est vrai que, bah, pareil, Mélodie on fera peut-être relancera peut-être une formation là-dessus. On a des spécialistes au sein de la CNF. En tout cas, n'hésitez pas à nous renvoyer, à me renvoyer vers des liens, vers voilà, je suis très friand d'avoir des retours d'expérience de ce qui se passe sur le terrain, que ce soit bien entendu sur cette problématique de la classe à multiniveau en formation musicale, mais toutes les expérimentations que vous pouvez mener dans vos écoles. Voilà, j'aimerais bien qu'on puisse partager tout cela et mettre un peu le projecteur sur ces bonnes pratiques. Bien, eh bien, il est 11h03. Voilà, nous avons tenu l'heure. Et, bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas. Et puis Eric, je te laisse le mot de la fin et je te laisse clore le. Voilà. Écoutez, bonne journée à tous et puis au plaisir de vous retrouver donc le mois prochain. Donc j'ai pas la date avec moi, mais voilà, je vous renverrai une petite invitation pour le prochain webinaire. Et puis d'ici là, restons, restons en contact, comme on dit. Bonne journée à tous. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.